Du 3 au 6 mars 2020, s'est tenu à Libreville un atelier qui fait suite à celui de Douala dans le cadre du projet Strengthening Disaster Risk Reduction de la CEAC, qui se situe dans le programme Renforcer les capacités de la résilience face aux catastrophes en Afrique subsaharienne de la Banque mondiale. Cette rencontre a permis de faire asseoir autour de la même table des acteurs des différents secteurs de la société, à savoir la protection civile, les services d'urgence, les pompiers, les organisations internationales non gouvernementales, le secteur privé, les médias et les États membres. Si l'atelier de Douala était plus technique et pratique, ce dernier est plus orienté vers les problématiques sociales. Selon Wilfried de Pokam, chargé de cours à l'université de Yaoundé 1, le climat est l'une des principales causes de catastrophes naturelles dans la zone CEAC. Il est à noter et il est bien reconnu que les risques et catastrophes en Afrique centrale sont à environ 70% d'origine hydrométéorologique. Donc, et principalement dans la sous-région, on note beaucoup les inondations et les sécheresses. De ce fait, le climat joue donc une place centrale en termes d'occurrence de catastrophes dans la sous-région et constitue donc un grand facteur de risque. Dans ce sens, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt qu'on devrait porter à l'élément climatique dans toute sa dimension, donc autant au niveau de sa compréhension, son fonctionnement, sa prévention, afin d'une meilleure intégration dans les stratégies de lutte pour répondre aux catastrophes dans la sous-région et consolider les efforts de développement des pays de la sous-région. Pour élaborer une bonne stratégie de lutte, afin de répondre à ces catastrophes, un travail de consolidation des équipes est nécessaire au préalable et il faut définir les différents acteurs qui doivent être pris en compte. Lorsqu'on veut mettre en place un cycle de gestion du risque de catastrophe, il faut identifier les acteurs clés du territoire. Les acteurs sont divers. Et, premièrement, ceux qui ont la mission au titre du point de vue institutionnel, bien évidemment, ce sont les municipalités, ce sont les administrations. Mais à côté de ces acteurs-là, nous avons des acteurs non institutionnels, notamment de la société civile. Et quand on parle de société civile, il ne s'agit pas que de la société civile formelle, c'est-à-dire celle qui a un statut légal, celle qui a un siège, celle qui a un compte, celle qui va. Mais il s'agit aussi de la société civile non structurée ou alors informelle, qui mène un certain nombre d'activités sur le terrain et sur lesquelles on peut s'appuyer pour trouver des solutions aux problèmes que nous avons identifiés. Dans la démarche que nous soutenons aujourd'hui, c'est celle de constituer désormais ce qu'on appelle un acteur collectif. Un acteur collectif à travers un partenariat proactif. C'est-à-dire, on n'attend pas que la catastrophe arrive, mais on réfléchit ensemble avant que la catastrophe ne survienne. Comment orienter les priorités? À quel moment peut-on faire le choix sur une partie de la population en la considérant comme socialement vulnérable? Donc la vulnérabilité sociale est une vulnérabilité qui dépasse un petit peu le cadre technique, scientifique, restrictif des risques, qui a tendance à lui apporter une réponse technique, en prenant en compte toute une série de facteurs multidimensionnels, allant des facteurs politiques aux facteurs sociaux, économiques, qui régissent les vies des populations, et donc de regarder au plus près comment aussi bien individus que communautés sont dotés pour faire face aux catastrophes qu'elles peuvent vivre. La vulnérabilité est une notion qui, en général, prend en considération à la fois les aspects économiques, les aspects environnementaux et les aspects sociaux. En ce qui concerne les aspects sociaux, bien entendu, c'est lié aux êtres humains, donc c'est lié aux communautés. Donc, c'est, de mon point de vue, une sorte d'équilibre entre les points de faiblesse qui caractérisent les communautés
et les capacités de ces mêmes communautés à réagir par rapport à ces points de faiblesse. Il y a d'autres écoles qui disent que la vulnérabilité, ce sont simplement les aspects négatifs. Quant aux aspects positifs, il faut parler de capacité, il ne faut pas les inclure dans la vulnérabilité. Anticiper sur les catastrophes. Ne serait-il pas non plus judicieux de se pencher davantage sur cet aspect qu'est la prévention que la gestion des catastrophes? Nous sommes en train de mettre un très grand chantier en place en ce moment, c'est-à-dire la cartographie des risques nationaux et transfrontaliers. Et ce document qui va sortir d'ici en mai 2020, au plus tard, ce document va servir d'un outil de décision à nos autorités de tous les pays membres de la CEAC. La place de la femme dans la prévention, c'est vraiment travailler pour éviter des risques, c'est-à-dire investir dans le domaine de la prévention. J'entends par dans le domaine de la prévention, travailler pour éviter que les aléas ne puissent remettre en cause leurs moyens de subsistance. L'approche genre ne serait donc pas en reste. C'est une thématique indispensable pour la gestion des risques de catastrophes. Tout le monde sait que les femmes sont plus exposées aux risques de catastrophes que les hommes. Alors, il faudrait donc construire la résilience en tenant compte du genre, des femmes, des handicapés et des hommes, pourquoi pas. Donc, une approche tenant compte des deux sexes est indispensable dans la gestion des risques de catastrophes. L'approche genre est bienvenue. Cette approche est bienvenue au niveau de la gestion des catastrophes. Nous, en RDC, nous avons déjà commencé à penser à ça bien avant. Parce que nous avons remarqué que c'est surtout l'homme qui est pris en compte dans la gestion des catastrophes et non la femme. Pourtant, les genres, ce n'est pas seulement la femme ou seulement l'homme, mais l'homme et la femme à la fois. Les gens sont un groupe très important et par rapport à les hommes, les femmes sont les plus nombreux dans certains pays. Et ces collectifs jouent un rôle très important dans la société, dans tous les domaines. Et pour ça, je crois que le genre doit avoir un rôle très important dans la gestion des risques de catastrophes. L'approche genre est fondamentale. L'approche genre est fondamentale étant donné qu'il y a des différences entre les êtres humains et ces différences doivent absolument être prises en compte. Il est tout à fait vrai, comme il est affirmé dans plusieurs études, que les femmes sont parmi les sujets vulnérables en cas de catastrophe. Donc, un sujet plus vulnérable sans doute, mais aussi une grande ressource pour les communautés pour renforcer leur résilience. Après avoir réussi à dégager les différentes couches vulnérables, insérer l'approche genre, il reste à savoir maintenant à quel moment parle-t-on de catastrophe. Est-ce qu'un glissement de terrain, un tremblement de terre, une inondation qui survienne dans une zone vierge peuvent être considérés comme catastrophes? Dans un sens, oui. Quand l'impact de l'événement est notable sur d'autres actifs que possède l'homme. L'homme peut être épargné, ses actifs peuvent être détruits, donc c'est des pertes et dommages liés à l'occurrence de cet événement. Donc on peut parler quelque part de catastrophe. Ce n'est pas seulement des vies humaines. L'impact de ces catastrophes-là ne se mesure pas seulement au niveau des pertes en vies humaines ou au niveau des pertes économiques, comme vous le mentionnez. C'est aussi des questions qui touchent fondamentalement l'environnement. Donc c'est des questions qui nous interpellent forcément. Voyez-vous, ce qui est assez... il y a une sorte d'argutie avec ces questions liées à l'environnement et il y a une forme de subtilité sur toutes ces questions qui couvrent toutes ces questions d'environnement. C'est que généralement l'impact ne survient qu'à long terme. Parlons justement des amphis. Que valent les travaux de ces recherches, de tous ces étudiants qui soutiennent des thèses sur les questions de gestion des risques de catastrophes? Dans l'élaboration des plans d'action,
intègre-t-on les produits de recherche? Malheureusement, je dois déplorer quand même une absence de communication véritable entre les chercheurs d'une part et les décideurs politiques, les planificateurs du développement d'autre part. Les chercheurs ne sont pas suffisamment sollicités pour intervenir sur des questions capitales telles que les questions de développement. Et d'un autre côté, je pense aussi que les chercheurs ne font pas l'effort d'aller vers ces décideurs politiques-là avec des idées innovantes et surtout aller vers eux avec des arguments qui puissent les sensibiliser à mieux prendre en compte la dimension recherche dans leurs activités quotidiennes. S'il y a de cela quelques années, je peux dire, je suis peut-être d'accord avec votre analyse, mais maintenant le consensus est plus global, qu'il y a un consensus entre les chercheurs et les décideurs. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y a un problème de dérèglement climatique. Vous remarquez qu'à la sortie de l'accord de Paris en 2015, décembre 2015, il y a plus de 195 pays qui ont adopté l'accord de Paris qui semble contraignant, malgré quelques pays qui refusent d'adopter ou de ratifier cet accord. Donc il y a d'une manière globale un consensus dans le monde des recherches et dans le monde politique. La CEAC semble avoir pris un pas d'avance dans la mise en évidence des étudiants qui se penchent sur les questions de RRC et GRC en travaillant avec les universités et instituts de recherche pour la prise en charge des étudiants. Durant ces ateliers de Libreville, 2 étudiants d'une vague de 6 stagiaires y participent au compte de la CEAC. Nous accueillons systématiquement des étudiants finançant en master de gestion de risques et catastrophes, environnement, etc., des domaines connexes qui viennent au niveau de la CAC pour s'imprégner de certaines réalités de terrain. Et ces étudiants sont systématiquement versés dans la banque de données de potentiels chercheurs et les résultats sont utilisés dans notre plaidoyerie. En ce moment, nous accueillons 2 étudiants, 2 stagiaires qui viennent de la Centrafrique et du Burundi. Ce sont une vague de 6 étudiants que nous accueillons présentement. Donc nous ne perdons pas de vue les données scientifiques et universitaires. Moi je vois cela a beaucoup d'intérêt parce que d'abord ma formation je l'ai fait en action humanitaire et développement. Et du coup j'ai un stage qui est dans le domaine de gestion des risques et catastrophes. Étant là, la CAC dispose déjà d'un panel de listes de thèmes et moi, mon intérêt, j'ai porté sur la société civile, la place de la société civile dans la GRC, en Afrique centrale, les bonnes pratiques et défis. Dans la série de gestion des risques et des catastrophes, on a lancé le volet des stagiaires, puisque moi je faisais un master sur la gestion des écosystèmes terrestres. J'ai été intéressé et j'ai postulé pour venir m'imprégner les notions de gestion des risques et des catastrophes. Et ces stages s'encadrent dans le programme pour mon master. Reste donc à faire des plaidoyers auprès des décideurs pour que s'intègrent dans leur ligne de prise en charge des travaux de recherche, ou encore l'adoption des lois au Parlement afin que ce soit bien régi et normé. Vous savez, le Gabon, pays équatorial, qui est situé dans cette zone, nous faisons face à beaucoup d'aléas. Nous avons des situations d'inondation qui sont les plus récurrentes ici. Nous avons des situations des éboulements, des glissements de terrain. Nous avons des épidémies qui sont arrivées. Donc voilà, et de toutes ces expériences, de tout ce qui est arrivé, la société civile a joué un rôle important à travers les associations, les ONG qui existent et qui travaillent pour des questions de réduction de catastrophes. En tant qu'acteurs de la société civile, nos actions, c'est véritablement de sensibiliser, de renforcer, d'anticiper aussi, de faire passer l'information en fait, qui est beaucoup plus scientifique et technique aux acteurs ruraux
au niveau rural, aux populations avec lesquelles nous travaillons. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons un programme Organisation et développement des communautés à la base qui nous permet d'aller dans des zones enclavées, qui nous permet de vraiment toucher du doigt des réalités locales, d'être en contact avec les populations. Et notre rôle au quotidien, c'est vraiment d'apporter l'information stratégique aux acteurs à la base pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions durables. Les parlementaires jouent un rôle crucial et important, surtout quand il s'agit de prise de pouvoir. Surtout prise de pouvoir. Pourquoi je dis ça? Comme tu sais, beaucoup de pays ils ont des points focaux. Mais les points focaux de chaque pays, ils n'ont pas de pouvoir exécutif. Parce que comme tu le sais, il y a même des ministres qui ne lisent même pas les rapports que les points focaux font dans leur pays. Oh, dans ce cas, il faudrait que les députés doivent avoir connaissance pour aider les points focaux de un pays à travailler. Or, si même les parlementaires ne jouent pas son rôle, c'est difficile que nous puissions avoir de très bons résultats de RLC dans différents pays. Le rôle des parlementaires dans le cadre de la GRC et ERC est très visible. Au niveau du Congo, les parlementaires sont toujours aux côtés des populations lorsqu'elles sont frappées par des sinistres dus aux catastrophes. Au Congo-Brazzaville, on vit régulièrement des inondations, des éboulements de terrain, des glissements de terrain, des ensablements. Et ces phénomènes qui mettent à mal la vie des populations ne laissent pas indifférents les parlementaires. Tellement d'initiatives prises pour les RRC et les GRC. Mais en dépit de tout, il va falloir communiquer sur tout ce qui est fait afin que les personnes destinataires soient informées en temps opportun. La communication a un rôle crucial, un rôle capital aujourd'hui lorsqu'il s'agit des communautés de les toucher. Voyez-vous, c'est comme dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Et les questions de catastrophes, qui est une question des droits humains, il faut prévenir les communautés, il faut informer. Je disais tantôt, le climat devient changeant aujourd'hui. Nous n'avons plus les mêmes réalités. Les saisons ont changé. Il faut éduquer nos populations, il faut communiquer avec eux. Et c'est le rôle des médias, c'est le rôle des acteurs que nous sommes. Donc pour nous, la communication joue un rôle vraiment capital aujourd'hui sur les questions de gestion des risques et catastrophes. Je pense que c'est un aspect très intéressant et qui est parfois négligé par peut-être par nous-mêmes du monde académique, parce qu'on a tendance à se focaliser parfois, à travailler sur les éléments de recherche, à porter des questions de recherche, mais on n'a pas toujours à l'idée la vulgarisation des résultats que nous avons obtenus. Et je pense qu'un effort doit être fait déjà même par le monde académique à ce niveau-là, donc vulgariser, partager nos résultats de recherche. Avant, pendant et après la catastrophe, il y a donc lieu de communiquer, tout en rappelant que tout ceci doit se faire dans le strict respect de l'art, des règles de la communication et des techniques d'approche, car durant ces trois phases, il n'est pas question de véhiculer l'information dans tous les sens. On va lui parler d'abord avant que la catastrophe ne survienne, c'est-à-dire là on va procéder à une éducation d'abord de la population, des populations qui se trouvent dans toutes ces zones à risque-là. Après avoir déterminé quelles sont les zones à risque, on va maintenant éduquer ces populations-là, on va les sensibiliser, mais également les vulgariser, leur dire quels sont les dangers auxquels ces populations s'exposent en venant s'installer dans ces zones à risque-là. Ça peut être sur les flancs de montagne, ça peut être dans les zones marécageuses, les zones humides et autres. Leur dire quels sont les dangers, quelles courent ces populations-là. À ce moment, elles ont déjà cette connaissance, elles ont déjà connaissance du danger. Et maintenant, lorsque la catastrophe survient, il y a à ce moment-là un type de communication bien précis. Ici, on parle de communication en temps de crise, donc une communication de crise. Évidemment, on ne va pas utiliser n'importe quel mot parce que à ce moment, on parle du poids des mots, la signification même des mots qu'on prend, parce que ça peut être des mots qui sont sujets à alarmer plutôt les populations. Au contraire, il faut choisir les thèmes, les mots qui rassurent,
qui permettent à ces populations-là de mieux subir le risque qu'elles traversent à ce moment précis. Naturellement, il faut connaître d'abord les cultures et les sensibilités locales. Donc il faut un grand travail de préparation des professionnels et on ne peut pas improviser à ce niveau. Et donc il faut se rapprocher d'une façon souple et adéquate à la situation. Et naturellement, il y a de différentes phases de communication de crise, avant, durant et dans la phase de reconstruction. Et selon les différentes phases, il faut concevoir une communication qui soit adaptée à la situation et au contexte. Si donc la communication peut aider à sensibiliser, elle peut aussi être très néfaste. Elle a des limites, surtout que nous vivons aujourd'hui une époque de modernisation avec l'arrivée des TIC, les techniques de l'information et de la communication et notamment les réseaux sociaux. Alors, ces réseaux sociaux-là constituent un réel danger aujourd'hui. C'est vrai qu'on les utilise énormément dans la gestion des risques des catastrophes, dans la réduction de ces catastrophes-là, mais on se rend compte que également ces réseaux sociaux-là peuvent être un réel danger parce qu'aujourd'hui, on connaît le phénomène des fake news. Et donc, dans les réseaux sociaux, on se retrouve avec des informations qui ne sont pas toujours vraies. On se retrouve parfois avec des informations qui ne sont pas à donner à un moment précis de la communication de crise. Et là, ça pose problème parce que la population aujourd'hui est devenue en réalité des journalistes citoyens. On parle du phénomène du journalisme citoyen aujourd'hui où chaque population a son rôle à jouer. Et malheureusement, c'est des populations qui ne sont pas toujours informées des rudiments de la communication et donc qui font une communication qui va évidemment dans tous les sens. Et là, ça devient plutôt un danger dans la réduction des risques parce que c'est une communication qui peut plutôt amener à aggraver les risques et non à les réduire. Il y a des limites qui sont à l'extérieur du monde de la communication et des limites qui sont à l'intérieur du monde de la communication. Les limites extérieures sont les infrastructures, l'énergie, les voies de communication. Les limites intérieures sont par exemple le niveau de formation des professionnels, la sensibilité des professionnels, la mise à jour, la connaissance du terrain, la connaissance de la culture locale. Donc il y a tous des facteurs qui peuvent limiter ou, si bien gérés, favoriser la communication. La communication est dangereuse. La communication est dangereuse dans le sens que maintenant, avec les social media qui jouent un rôle fondamental dans la gestion des risques et des catastrophes, je crois qu'à partir des social media, des centaines et des centaines de milliers de personnes ou des milliers de personnes ont été sauvées dans le cadre de certaines catastrophes. Mais les social media sont aussi dangereux parce que toute information, enfin, vous êtes dans le monde de la communication, moi je ne suis pas dans le monde de la communication, vous savez beaucoup mieux que moi que dans le monde de la communication, n'importe quelle information peut circuler, n'importe quelle information peut être considérée comme fiable, alors qu'elle n'est pas fiable absolument du tout. Donc dans ce sens-là, la communication est fondamentale, elle doit être bidirectionnelle, il faut la gérer, elle risque de devenir dangereuse. Probablement, il y a un problème de gouvernance de la communication, qui doit être affronté, mais c'est plus en général un problème, à mon avis, de la gouvernance des technologies de l'information et de la communication, des soi-disant ICT, qui sont probablement allés au-delà de nos capacités de trouver une façon de les gouverner. Et donc, il faut que la gouvernance se rattrape par rapport aux technologies de l'information et de la communication. Et ça vaut dans la GRC et ça vaut dans n'importe quel autre domaine. Après donc ces ateliers de Douala et de Libreville, vivement que tout ce qui a été dit ici soit réellement pris en compte par les 11 États membres de la CEAC afin que plus jamais on ne puisse vivre ces différentes catastrophes qui drainent parfois beaucoup de pertes en vies humaines.